Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ce stream du lundi 29 novembre. Aujourd'hui, nous allons continuer nos aventures exceptionnelles avec le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, chapitre 21, où le patron de la Tankadère risque fort de perdre une prime de 200 livres. C'était une aventureuse expédition que cette navigation de 800 miles sur une embarcation de 20 tonneaux et surtout à cette époque de l'année. On rappelle qu'ils sont en train de faire le voyage en novembre. Elles sont généralement mauvaises, ces mers de la Chine, exposées à des coups de vent terribles, principalement pendant les équinoxes, et on était encore au premier jour de novembre. C'eût été bien évidemment l'avantage du pilote de conduire ses passagers jusqu'à Yokohama, puisqu'il était payé tant par jour. Mais son imprudence aurait été grande de tenter une telle traversée dans ces conditions, et c'était déjà faire acte d'audace, sinon de témérité, que de remonter jusqu'à Shanghai. Mais John Bunsby avait confiance en sa Tankadère, qui s'élevait à la lame comme une mauve, et peut-être n'avait-il pas tort. S'élevait à la lame comme une mauve. Une mauve. Qu'est-ce que c'est une mauve? Est-ce que c'est vraiment ça? Tailler la... Comment c'est la phrase? S'élevait à la lame comme une mauve. En parlant d'un navire se soulever aisément et sans secousse sous l'action de la lame. Et donc la lame pour un navire est une vague qui s'étend en nappe à la surface de l'océan ou sur un littoral. Ok, d'accord. Pendant les dernières heures de cette journée, la Tankadère navigua dans les passes capricieuses de Hong Kong et sous toutes les allures, au plus près ou vent arrière, elle se comporta admirablement. « Je n'ai pas besoin, pilote, dit Phileas Fogg au moment où la Jolette donnait en pleine mer, de vous recommander toute la diligence possible. » « Que votre honneur s'en rapporte à moi, répondit John Bunsby. En fait de voile, nous portons tout ce que le vent permet de porter. Nos flèches n'y ajouteraient rien et ne serviraient qu'à assommer l'embarcation en nuisant à sa marche. C'est votre métier et non le mien, pilote, et je me fie à vous. Phileas Fogg, le corps droit, les jambes écartées, d'aplomb comme un marin, regardait sans broncher la mer houleuse. La jeune femme, assise à l'arrière, se sentait émue en contemplant cet océan assombri déjà par le crépuscule qu'elle bravait sur une frêle embarcation. Au-dessus de sa tête se déployaient les voiles blanches qui l'emportaient dans l'espace comme de grandes ailes. La Jolette, soulevée par le vent, semblait voler dans l'air. Donc la jeune femme, c'est donc Aouda, la femme qui a été secourue vers Allahabad et qui donc fait le voyage avec Phileas Fogg et Passepartout, mais maintenant plus, enfin en tout cas pas pour le moment quoi, et qui va donc rejoindre un membre de sa famille en Hollande. La nuit vint. La lune entrait dans son premier quartier et son insuffisante lumière devait s'éteindre bientôt dans les brumes de l'horizon. Des nuages chassaient de l'est et envahissaient déjà une partie du ciel. Le pilote avait disposé ses feux de position, précaution indispensable à prendre dans ces mers très fréquentées aux approches des atterrages. Les rencontres de navires n'y étaient pas rares, et avec la vitesse dont elle était animée, la Jolette se fut brisée au moindre choc. Fix rêvait à l'avant de l'embarcation. Et ouais, le détective Fix qui lui aussi fait partie du voyage. Fix rêvait à l'avant de l'embarcation. Il se tenait à l'écart, sachant Fogg d'un naturel peu causeur. D'ailleurs, il lui répugnait de parler à cet homme dont il acceptait des services. Il songeait aussi à l'avenir. Cela lui paraissait certain que le sieur Fogg ne s'arrêterait pas à Yokohama, qu'il prendrait immédiatement le paquebot de San Francisco afin d'atteindre l'Amérique dont la vaste étendue lui assurerait l'impunité avec la sécurité. Le plan de Phileas Fogg lui semblait on ne peut plus simple. Donc là, il va nous faire un petit résumé de ce qu'il pense du plan de Phileas Fogg, mais avant ça, atterrage. Je pense que vous vous en doutez de la signification de ce mot. Espace marin proche de la Terre, lieu où les navires peuvent aborder. Atterrage, atterrissage. On n'en est pas loin. Il y a comme un lien de famille entre ces deux mots-là, j'ai envie de vous dire. Le plan de Phileas Fogg lui semblait on ne peut plus simple.
Au lieu de s'embarquer en Angleterre pour les États-Unis comme un coquin vulgaire, ce Fogg avait fait le grand tour et traversé les 3/4 du globe afin de gagner plus sûrement le continent américain, où il mangerait tranquillement le million de la banque après avoir dépisté la police. Mais une fois sur la terre de l'Union, que ferait Fix? Abandonnerait-il cet homme? Non, 100 fois non. Et jusqu'à ce qu'il eût obtenu un acte d'extradition, il ne le quitterait pas d'une semelle. C'était son devoir, et il l'accomplirait jusqu'au bout. En tout cas, une circonstance heureuse s'était produite. Passepartout n'était plus auprès de son maître, et surtout, après les confidences de Fix, il était important que le maître et le serviteur ne se revissent jamais. C'est vrai que vu qu'il a tout déballé à Passepartout, pour Fix c'est quand même une aubaine parce que et vu qu'il a tout déballé à Passepartout, bah c'est quand même bien qu'ils se voient pas quoi, Fix, enfin Passepartout et Phileas Fogg quoi, parce que sinon Passepartout va tout déballer à Fogg et Fogg se verra être beaucoup plus comment dire suspicieux à l'égard de cet homme qu'il ne connaît pas du tout. Hein. C'est la première fois qu'il se voit vraiment. Phileas Fogg, lui, n'était pas non plus sans songer à son domestique, si singulièrement disparu. Toute réflexion faite, il ne lui sembla pas impossible que, par suite d'un malentendu, le pauvre garçon ne se fût embarqué sur le Carnatic au dernier moment. C'était aussi l'opinion de Madame Aouda, qui regrettait profondément cet honnête serviteur auquel elle devait tant. On rappelle que c'est Passepartout qui a sauvé Aouda. Il pouvait donc se faire qu'on le retrouvât à Yokohama et si le Carnatic l'y avait transporté, il serait aisé de le savoir. Vers 10 heures, la brise vint à fraîchir. Peut-être eût-il été prudent de prendre un riz, mais le pilote, après avoir soigneusement observé l'état du ciel, laissa la voilure telle qu'elle était établie. D'ailleurs, la Tankadère portait admirablement la toile, ayant un grand tirant d'eau et tout était paré à amener rapidement en cas de grain. Alors là, on a encore des petites phrases de voile. Donc prendre un riz, qu'est-ce que c'est? Prendre un riz. Alors le riz, qu'est-ce que c'est? C'est parler d'une voile qu'on peut replier pour diminuer sa surface. Donc un riz, qu'est-ce que c'est? Là, en fait, c'est tout ça. C'est ça, prendre un riz. Et donc, c'est diminuer la surface de la voile pour, évidemment, prendre moins le vent. Donc, il y a moins de surface de voile. Donc, évidemment, il y a moins de vent qui passe par la voile. Donc, il y a moins de force qui est dirigée sur la voile. Et donc, ça permet de moins prendre le vent. Donc, de perdre un petit peu de vitesse. Mais s'il y a beaucoup de vent, ça peut être utile, quoi. Consiste à réduire la surface d'une voile en la repliant en partie. L'objectif est d'adapter la surface de la voilure à la force du vent lorsque celui-ci forcit. Voilà, c'est encore plus clair que ce que j'ai expliqué. Mais le pilote, après avoir soigneusement observé l'état du ciel, laissa la voilure telle qu'elle était établie. Bon. D'ailleurs, la Tankadère portait admirablement la toile, ayant un grand tirant d'eau, et tout était paré à amener rapidement en cas de grain. Alors là, j'avoue que je comprends pas vraiment la phrase. Et tout était paré à amener rapidement. Et paré à amener, c'était peut-être pour dire tout était paré justement à prendre un riz, donc à diminuer la surface de la voile. Et donc tout était paré en cas de grain. Et le grain, un grain est un événement météorologique au cours duquel la vitesse du vent s'accroît de façon brusque. Ok, c'est une rafale. Donc voilà, on a l'info. En cas de rafale, il pouvait justement prendre un riz. Tout était fait pour que ça se fasse rapidement. Selon John Bunsby, le pilote du Tankadère, qui est d'ailleurs pas tout seul, hein, il a avec lui 4 autres hommes. À minuit, Phileas Fogg et Madame Aouda descendirent dans la cabine. Fix les y avait précédés et s'était étendu sur l'un des cadres. Quant au pilote et à ses hommes, ils demeurèrent toute la nuit sur le pont. Le lendemain, 8 novembre, au lever du soleil, la Jolette avait fait plus de 100 miles. On rappelle qu'ils en ont 800 à faire. Le loch, souvent jeté, indiquait que la moyenne de sa vitesse était entre 8 et 9 miles, comme prévu. La Tankadère avait du largue dans ses voiles qui portaient toutes et elle obtenait sous cette allure son maximum de rapidité. Si le vent tenait dans ces conditions, la chance était pour elle. Alors le loch,
Je pense que c'est justement pour prendre la vitesse, mesurer la vitesse. Instrument de navigation maritime qui permet d'estimer la vitesse de déplacement d'un navire sur l'eau. Voilà. Indiquait que la moyenne de sa vitesse était entre 8 et 9 miles. La Tankadère avait du largue dans ses voiles. Donc largue, il y a plusieurs manières de faire de la voile. Il y a au largue, il y a au pré, et il y a le vent arrière. Ça, c'est très bien expliqué. Était au largue, c'est-à-dire que si le bateau va dans cette direction, prendre... non, c'est pas ça en fait, je suis con. C'est vu... Bah en fait c'est ça, ouais. C'est que le vent, s'il va dans cette direction, être au largue, c'est lorsque c'est en fait par rapport à l'axe entre la direction du bateau et la prise au vent. Et vraisemblablement, d'après ce que nous dit Jules Verne, avec le bateau, le Tankadère avait du largue dans ses voiles qui portaient toutes, et elle obtenait sous cette allure son maximum de rapidité. Visiblement, le bateau navigue beaucoup mieux quand il prend justement le vent au largue. Le Tankadère, la Tankadère, pendant toute cette journée, ne s'éloigna pas sensiblement de la côte, dont les courants lui étaient favorables. Elle l'avait à 5 miles au plus par sa hanche de bâbord, et cette côte, irrégulièrement profilée, apparaissait parfois à travers quelques éclaircies. Le vent venant de terre, la mer était moins forte par là même. Circonstance heureuse pour la Jolette, car les embarcations d'un petit tonnage souffrent surtout de la houle qui rompt leur vitesse, qui les tue, pour employer l'expression maritime. Vers midi, la brise mollit un peu et hala le sud-est. Le pilote fit établir les flèches, mais au bout de 2 heures, il fallut les amener, car le vent fraîchissait à nouveau. Flèche, voile... est une voile sur les gréements à voile aurique, flèche ou flèche en cul. Est un voile d'étai légère déployé sur le mât arrière, établi sur un mât de flèche au-dessus d'une brigantine. Donc c'est ça. C'est une sorte de prolongement de la brigantine. Donc c'est cette voile... c'est la 11... Ouais, c'est ça. Donc c'est un prolongement de la brigantine, et la brigantine, c'est ça. Et je crois que la misaine, c'est ça. Et le foc, c'est ces voiles... je sais pas exactement quelle est laquelle, mais en tout cas, ça c'est la misaine, la brigantine, et ça serait donc la flèche. Donc il fit établir les flèches, mais en raison du vent qui s'accentuait, il a décidé de les enlever. Mr. Fogg et la jeune femme, fort heureusement réfractaires au mal de mer, mangèrent avec appétit les conserves et le biscuit du bord. Fix fut invité à partager leur repas et dut accepter, sachant bien qu'il est aussi nécessaire de lester les estomacs que les bateaux, mais cela le vexait. Voyager aux frais de cet homme, se nourrir de ses propres vivres, il trouvait à cela quelque chose de peu loyal. Il mangea cependant, sur le pouce il est vrai, mais enfin il mangea. Toutefois, ce repas terminé, il crut devoir prendre le sieur Fogg à part, et il lui dit « Monsieur ». Ce monsieur lui écorchait les lèvres, et il se retenait pour ne pas mettre la main au collet de ce monsieur. « Monsieur, vous avez été fort obligeant en m'offrant passage à votre bord, mais bien que mes ressources ne me permettent pas d'agir aussi largement que vous, j'entends payer ma part. »« Ne parlons pas de cela, monsieur, » répondit Mr. Fogg. « Mais si, je tiens... »« Non, monsieur, » répéta Fogg d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Cela entre dans les frais généraux. » Fix s'inclina, il étouffait, et allant s'étendre sur l'avant de la Jolette, il ne dit plus un mot de la journée. Cependant, on filait rapidement. John Bunsby avait bon espoir. Plusieurs fois, il dit à Mr. Fogg qu'on arriverait en temps voulu à Shanghai. Mr. Fogg répondit simplement qu'il y comptait. D'ailleurs, tout l'équipage de la petite Jolette y mettait du zèle. La prime affriolait ces braves gens, évidemment. Aussi pas une écoute qui ne fût consciencieusement raidie, pas une voile qui ne fût vigoureusement étarquée, pas une embardée que l'on pût reprocher à l'homme de barre. On n'eût pas manœuvré plus sévèrement dans une régate du Royal Yacht Club.
Donc, encore des termes de voile, Jolette y mettait du zèle, donc il mettait le cœur à l'ouvrage, évidemment, parce que la prime affriolait ces braves gens. Aussi pas une écoute qui ne fut consciencieusement raidie, une écoute de voile. Donc, le point d'amure, c'est ce qui va accrocher la voile, c'est cet endroit-là. Le point d'écoute, c'est ce qui accroche l'extrémité de la voile, donc en direction du skipper. Et donc, l'écoute, c'est ça. Donc c'est ce qui va orienter la voile en fonction de la direction du vent. Donc évidemment, si le vent va dans cette direction-là, la voile, on la met de ce côté pour que le vent tape dans la voile. Et à l'inverse, si le vent va dans cette direction-là, la voile ira de l'autre côté. Ce qui est logique, c'est pour donner de la force justement au vent. C'est pour prendre le vent, quoi. Et donc, fut consciencieusement raidi, donc serré. Donc plus tu serres évidemment l'écoute, plus quand elle est au bon endroit, tu serres l'écoute et tu serres la corde, plus la voile est tendue et donc plus tu prends du vent, plus tu prends de la vitesse. Pas une voile qui ne fut vigoureusement étarquée, donc étarquée. Maintenant j'ai un doute sur étarquée, je crois que c'est lâcher. Ah non, c'est justement à l'inverse, ça consiste à tendre, à raidir un cordage. Donc serré justement, pas une embardée que l'on put reprocher à l'homme de barre. Et une embardée, c'est justement un mouvement brusque, changement de direction d'un bateau. Voilà. Et puis, alors du coup, la régate du Royal Yacht Club, Royal Yacht Squadron est le plus prestigieux club nautique du Royaume-Uni dans le monde. Il est situé dans le château de Cowes sur l'île de Wight. Ah oui, 820 sous le nom de Royal Yacht Club, donc c'est ça. Le soir, le pilote avait relevé au loch un parcours de 220 miles depuis Hong Kong, et Phileas Fogg pouvait espérer qu'en arrivant à Yokohama, il n'aurait aucun retard à inscrire à son programme. Ainsi donc, le premier contretemps sérieux qu'il eût éprouvé depuis son départ de Londres ne lui causerait probablement aucun préjudice. Pendant la nuit, vers les premières heures du matin, la Tankadère entrait franchement dans le détroit de Fo Kien, qui sépare la grande île Formose de la côte chinoise, et elle coupait le tropique du Cancer. La mer était très dure dans ce détroit, plein de remous formés par les contre-courants. La Jolette fatigua beaucoup. Les lames courtes brisaient sa marche. Il devint très difficile de se tenir debout sur le pont. Les lames, donc c'est ces vagues courtes, brisaient sa marche, donc visiblement les vagues allaient contre eux, donc forcément ça les retarde, quoi, forcément, ils perdent en vitesse. Le détroit de Fo Kien, ça doit être ça, hein. En passant par Taïwan. Autre nom de l'île de Taïwan. Je savais pas du tout. Donc c'est ça, le détroit en question dont il nous parle, c'est donc cet endroit-là, quoi. Ok, donc il commence à perdre un petit peu en vitesse et visiblement il commence à y avoir un petit peu des problèmes de temps. Avec le lever du jour, le vent fraîchit encore. Il y avait dans le ciel l'apparence d'un coup de vent. Du reste, le baromètre annonçait un changement prochain de l'atmosphère. Sa marche diurne était irrégulière et le mercure oscillait capricieusement. On voyait aussi la mer se soulever vers le sud-est en longue houle qui sentait la tempête. La veille, le soleil s'était couché dans une brume rouge au milieu des scintillations phosphorescentes de l'océan. Le pilote examina longtemps ce mauvais aspect du ciel et murmura entre ses dents des choses peu intelligibles. À un certain moment, se trouvant près de son passager, « On peut tout vous dire, à votre honneur, » dit-il à voix basse. « Tout, » répondit Phileas Fogg. « Eh bien, nous allons avoir un coup de vent. »« Viendra-t-il du nord ou du sud ?» demanda simplement Mr. Fogg. « Du sud. Voyez, c'est un typhon qui se prépare. » Aïe, 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 aïe. Ah. Ah. C'est donc un ouragan, mais dans l'hémisphère sud, on appelle ça un typhon parce qu'il tourne pas dans le même sens. Les ouragans, les cyclones et les typhons relèvent en effet du même phénomène météorologique. Ce sont les noms donnés par les scientifiques à cette application. Dans l'Atlantique et le Pacifique Nord, les tempêtes portent le nom d'ouragan.
en anglais, d'après, enfin, hurricane, bon, dans la région nord-ouest du Pacifique, ces mêmes tempêtes très puissantes sont appelées des typhons. Dans le sud-est de l'océan Indien, il s'agit de graves cyclones tropicaux. Donc, c'est un typhon qui se prépare. Va pour le typhon du sud, puisqu'il nous poussera du bon côté, répondit Mr. Fogg. Si vous le prenez comme cela, répliqua le pilote, je n'ai plus rien à dire. Les pressentiments de John Bunsby ne le trompaient pas. À une époque moins avancée de l'année, le typhon, suivant l'expression d'un célèbre météorologiste, se fut écoulé comme une cascade lumineuse de flammes électriques, mais en équinoxe hiver, il était à craindre qu'il ne se déchaînât avec violence. Le pilote prit ses précautions par avance. Il fit serrer toutes les voiles de la Joëlette et amener les vergues sur le pont. Les mots de flèche furent dépassés. On rentra le bout dehors. Les panneaux furent condamnés avec soin. Pas une goutte d'eau ne pouvait dès lors pénétrer dans la coque de l'embarcation. Une seule voile triangulaire, un tourmentin de forte toile, fut tissée en guise de trinquette, de manière à maintenir la Joëlette vent arrière. Et on attendit. Une voile est un foc de tempête. C'est ça. Une petite voile, c'est une toute petite voile. Sur un voilier à plusieurs focs, la trinquette est le foc le plus proche du mât avant. Donc c'est celle-là. Et donc le bout dehors, c'est ça. Est un épars fixe ou rétractable, donc ça, soit pointant à l'avant d'un bateau dans l'axe du navire, soit initialement ajouté en bout de vergue du grand mât et du mât de misaine sur les grands voiliers pour gréer des bonnettes. Ok, oui, bon, alors ok, ça c'est pour prolonger justement les vergues du mât pour y mettre ses voiles en plus. Donc par exemple, je sais pas si on le voit, genre ça. Donc là, ça peut être un bout dehors. Et ça, c'est un autre bout dehors. Pour mettre cette petite voile-là qui doit être justement une trinquette. John Bunsby avait engagé ses passagers à descendre dans la cabine, mais dans un étroit espace à peu près privé d'air, et par les secousses de la houle, cet emprisonnement n'avait rien d'agréable. Ni Mr. Fogg, ni Madame Aouda, ni Fix lui-même ne consentirent à quitter le pont. Vers 8 heures, la bourrasque de pluie et de rafales tomba à bord. Rien qu'avec son petit morceau de toile, la Tankadère fut enlevée comme une plume par ce vent dont on ne saurait donner une idée exacte quand il souffle en tempête. Comparer sa vitesse à la quadruple vitesse d'une locomotive lancée à toute vapeur, ce serait rester au-dessous de la vérité. Pendant toute la journée, l'embarcation courut ainsi vers le nord, emportée par les lames monstrueuses, en conservant heureusement une rapidité égale à la leur. 20 fois elle faillit être coiffée par une de ces montagnes d'eau qui se dressaient à l'arrière, mais un adroit coup de barre donné par le pilote parait la catastrophe. Les passagers étaient quelquefois couverts en grand par les embruns qu'ils recevaient philosophiquement. Fix maugrait sans doute, mais l'intrépide Aouda, les yeux fixés sur son compagnon, dont elle ne pouvait qu'admirer le sang-froid, se montrait digne de lui et bravait la tourmente à ses côtés. Quant à Phileas Fogg, il semblait que ce typhon fût partie de son programme. Rien n'ébranlera Phileas Fogg. C'est une certitude. C'est une certitude. Les embruns, c'est ça. C'est les jets d'eau suite à des vagues. Poussière de gouttelettes formées par les vagues et qui se brisent et emportées par le vent, philosophiquement. Parce qu'il faut rajouter un peu de poésie dans tout ça. Donc le mot philosophiquement a été rajouté. Il semblait que ce typhon fût partie de son programme. Jusqu'alors, la Tankadère avait toujours fait route au nord. Mais vers le soir, comme on pouvait le craindre, le vent tournant de 3/4 alla le nord-ouest. La Joëlette, prêtant alors le flanc à la lame, fut effroyablement secouée. La mer la frappait avec une violence bien faite pour effrayer, quand on ne sait pas avec quelle solidité toutes les parties d'un bâtiment sont reliées entre elles. Avec la nuit, la tempête s'accentua encore. En voyant l'obscurité se faire et avec l'obscurité s'accroître la tourmente, John Bunsby ressentit de vives inquiétudes. Il se demanda s'il ne serait pas temps de relâcher, et il consulta son équipage. Ces hommes consultés, John Bunsby s'approcha de Mr. Fogg et lui dit « Je crois, votre honneur, que nous ferions bien de gagner un des ports de la côte. »« Je le crois aussi, » répondit Phileas Fogg. « Ah » fit le pilote. « Mais lequel ?»« Je n'en connais qu'un, »
répondit tranquillement Mr. Fogg. Et c'est Shanghai. Cette réponse, le pilote fut d'abord quelques instants sans comprendre ce qu'elle signifiait, ce qu'elle renfermait d'obstination et de ténacité. Puis il s'écria « Eh bien, oui, votre honneur a raison. À Shanghai. » Et la direction de la Tankadère fut imperturbablement maintenue vers le nord. Nuit vraiment terrible. Ce fut un miracle si la petite Jolette ne chavira pas. 2 fois elle fut engagée et tout aurait été enlevé à bord si les saisines eussent manqué. Madame Aouda était brisée, mais elle ne fit pas entendre une plainte. Plus d'une fois, Mr. Fogg dut se précipiter vers elle pour la protéger contre la violence des lames. C'est donc les bouées, en fait. 2 fois, elle fut engagée et tout aurait été enlevé à bord si les saisines eussent manqué. Donc s'il n'y avait pas justement ces espèces de cordages tout autour du bateau pour pouvoir accrocher et pour pouvoir aussi se tenir. Le jour reparut. La tempête se déchaînait encore avec une extrême fureur. Toutefois, le vent retomba dans le sud-est. C'était une modification favorable, et la Tankadère fit de nouveau route sur cette mer démontée, dont les lames se heurtaient alors à celles que provoquait la nouvelle ère du vent. De là, un choc de contre-houle qui eût écrasé une embarcation moins solidement construite. De temps en temps, on apercevait la côte à travers les brumes déchirées, mais pas un navire en vue. La Tankadère était seule à tenir la mer. À midi, il y eut quelques symptômes d'accalmie qui, avec l'abaissement du soleil sur l'horizon, se prononcèrent plus nettement. Le peu de durée de la tempête tenait à sa violence même. Les passagers, absolument brisés, purent manger un peu et prendre quelques repos. La nuit fut relativement paisible. Le pilote fit rétablir ses voiles au bas-ris. Donc il a abaissé les ris et donc la voile est beaucoup plus grande. La vitesse de l'embarcation fut considérable. Le lendemain, 11, au lever du jour, reconnaissance faite de la côte, John Bunsby put affirmer qu'on n'était pas à 100 miles de Shanghai. 100 miles, et il ne restait plus que 7 journées pour les faire. C'était le soir même que Mr. Fogg devait arriver à Shanghai s'il ne voulait pas manquer le départ du paquebot de Yokohama. Sans cette tempête, pendant laquelle il perdit plusieurs heures, il n'eût pas été en ce moment à 30 miles du port. La brise mollissait sensiblement, mais heureusement la mer tombait avec elle. La Jolette se couvrit de toile. Flèches, voiles d'étais, contre-foc, tout portait et la mer écumait sous l'étrave. Ça doit être ça, toutes les voiles d'étais. Ces voiles, oui c'est ça. C'est toutes ces voiles-là qui viennent visiblement prolonger l'espace, diminuer l'espace qui sépare en fait les deux mâts sur un grand bateau comme ça. Oula, là on a tout. Brigantine, flèche, clin phoque, donc c'est ça, cette voile-là. Là on a le grand phoque. Ouh, c'est horrible ces lignes. Là on a le contre-phoque. Ici. Là c'est le grand phoque. J'arrive pas à suivre la ligne, c'est terrible. Grand phoque, contre-phoque. À midi, la Tankadère n'était pas à plus de 45 miles de Shanghai. Il lui restait 6 heures encore pour gagner ce port avant le départ du paquebot de Yokohama. Les craintes furent vives à bord. On voulait arriver à tout prix. Tous, Phileas Fogg excepté sans doute, sentaient leur cœur battre d'impatience. Il fallait que la petite Jolette se maintînt dans une moyenne de 9 miles à l'heure, et le vent mollissait toujours. C'était une brise irrégulière, des bouffées capricieuses venant de la côte. Elle passait et la mer se déridait aussitôt après leur passage. Cependant, l'embarcation était si légère, ses voiles hautes d'un fin tissu ramassaient si bien les folles brises que, le courant aidant à 6 heures, John Bunsby ne comptait plus que 10 miles jusqu'à la rivière de Shanghai, car la ville elle-même est située à une distance de 12 miles au moins au-dessus de l'embouchure. À cette heure, on était encore à 3 miles de Shanghai. Un formidable juron s'échappa des lèvres du pilote. La prime de 200 livres allait évidemment lui échapper.
putain, merde. Il regarda Mr. Fogg. Mr. Fogg était impassible. Et cependant, sa fortune entière se jouait à ce moment. À ce moment aussi, un long fuseau noir, couronné d'un panache de fumée, apparut au ras de l'eau. C'était le paquebot américain qui sortait à l'heure réglementaire. « Malédiction !» s'écria John Bunsby, qui repoussa la barre d'un bras désespéré. « Des signaux !» dit simplement Phileas Fogg. Un petit canon de bronze s'allongeait à l'avant de la Tankadère. Il servait à faire des signaux par les temps de brume. Le canon fut chargé jusqu'à la gueule, mais au moment où le pilote allait appliquer un charbon ardent sur la lumière... « Le pavillon en berne !» dit Mr. Fogg. Le pavillon fut amené à mi-mât. C'était un signal de détresse, et l'on pouvait espérer que le paquebot américain l'apercevant modifierait un instant sa route pour rallier l'embarcation. « Feu !» dit Mr. Fogg, et la détonation du petit canon de bronze éclata dans l'air. Ok, donc nos amis sont clairement en retard étant donné la tempête, ils ont raté le bateau qui doit les emmener à Yokohama puis pour faire le tour du Pacifique. Donc ultime signe de détresse, ils ont mis le pavillon en berne. Et qu'est-ce que c'est du coup mettre le pavillon en berne? C'est de l'attacher. Circonstances particulières, deuil national, hommage ou tragédie à la suite de la décision d'un État ou d'une organisation s'occupant de la commémoration. Donc message d'Aled quoi, finalement, en l'occurrence. Et ils ont tiré au canon et il faut espérer maintenant que quelqu'un, que le bateau en question s'arrête. En tout cas s'arrête, aille dans leur direction quoi. Chapitre 22, où Passepartout voit bien que même aux antipodes, il est prudent d'avoir quelque argent dans sa poche. Passepartout, où es-tu ? Le Carnatic ayant quitté Hong Kong le 7 novembre à 6h30 du soir. D'ailleurs, on est quand là? On est le 11 ou le 12? Lendemain 11 au lever du jour. Voilà, c'est le 11 lorsqu'ils sont à 19h. Le 11, ils sont arrivés au port de Shanghai. Hélas, le bateau était en train de partir. Le Carnatic ayant quitté Hong Kong le 7 novembre à 6h30 du soir, se dirigeait à toute vapeur vers les terres du Japon. Il emportait un plein chargement de marchandises et de passagers. 2 cabines de l'arrière restaient inoccupées. C'était celle qui avait été retenue pour le compte de Mr. Phileas Fogg. Le lendemain matin, les hommes de l'avant pouvaient voir, non sans quelque surprise, un passager... L'œil à demi hébété, la démarche branlante, la tête ébouriffée, qui sortait du capot des secondes et venait en titubant s'asseoir sur une drôme. Ce passager, c'était Passepartout en personne. Voici ce qui était arrivé. Quelques instants après que Fix eut quitté la Tabagie, Tabagie, bien évidemment. Quelques instants après que Fix eut quitté la Tabagie, 2 garçons avaient enlevé Passepartout profondément endormi et l'avaient couché sur le lit réservé aux fumeurs. Mais 3 heures plus tard, Passepartout, poursuivi jusque dans ses cauchemars par une idée fixe, se réveillait et luttait contre l'action stupéfiante du narcotique. La pensée du devoir non accompli secouait sa torpeur. Il quittait ce lit d'ivrogne et trébuchant, s'appuyant aux murailles, tombant et se relevant, mais toujours et irrésistiblement poussé par une sorte d'instinct, il sortait de la tabagie, criant comme dans un rêve « Le Carnatic! Le Carnatic !» Le paquebot était là, fumant, prêt à partir. Passepartout n'avait que quelques pas à faire. Il s'élança sur le pont volant, il franchit la coupée et tomba inanimé à l'avant au moment où le Carnatic larguait ses amarres. Quelques matelots, en gens habitués à ces sortes de scènes, descendirent le pauvre garçon dans une cabine des secondes, et Passepartout ne se réveilla que le lendemain matin, à 500 miles des terres de la Chine. Voilà donc pourquoi ce matin-là, Passepartout se trouvait sur le pont du Carnatic et venait humer à pleine gorgée les fraîches brises de la mer. Cet air pur le dégrisa. Il commença à rassembler ses idées et n'y parvint pas sans peine.
Mais enfin, il se rappela les scènes de la veille, les confidences de Fix, la tabagie, etc. Il est évident, se dit-il, que j'ai été abominablement grisé. Que va dire Mr. Fogg? En tout cas, je n'ai pas manqué le bateau, et c'est le principal. Puis, songeant à Fix, pour celui-là, se dit-il, j'espère bien que nous en sommes débarrassés et qu'il n'a pas osé, après ce qu'il m'a proposé, nous suivre sur le Carnatic. Un inspecteur de police, un détective aux trousses de mon maître, accusé de ce vol commis à la Banque d'Angleterre. Allons donc, Mr. Fogg est un voleur comme je suis un assassin. Passepartout devait-il raconter ces choses à son maître? Convenait-il de lui apprendre le rôle joué par Fix dans cette affaire? Ne ferait-il pas mieux d'attendre son arrivée à Londres pour lui dire qu'un agent de la police métropolitaine l'avait filé autour du monde et pour en rire avec lui? Oui, sans doute. En tout cas, question à examiner. Bah non, il faut que tu lui le dises, non? Ça me semble ultra logique, je sais pas. Il y a un flic qui te suit en fait, que tu saches juste. Enfin, je sais pas, ça me semble logique. Le plus pressé, c'était de rejoindre Mr. Fogg et de lui faire agréer ses excuses pour cette inqualifiable conduite. Passepartout se leva donc. La mer était houleuse et le paquebot roulait fortement. Le digne garçon, aux jambes peu solides encore, gagna tant bien que mal l'arrière du navire. Sur le pont, il ne vit personne qui ressemblât ni à son maître ni à Madame Aouda, évidemment. Bon, fit-il, Madame Aouda est encore couchée à cette heure. Quant à Mr. Fogg, il aura trouvé quelques joueurs de whist et, suivant son habitude... Ce disant, Passepartout descendit au salon. Mr. Fogg n'y était pas. Passepartout n'avait qu'une chose à faire, c'était de demander au purser quelle cabine occupait Mr. Fogg. Le purser lui répondit qu'il ne connaissait aucun passager de ce nom. « Pardonnez-moi, dit Passepartout en insistant. Il s'agit d'un gentleman, grand, froid, peu communicatif, accompagné d'une jeune dame. »« Nous n'avons pas de jeune dame à bord, répondit le purser. Au surplus, voici la liste des passagers. Vous pouvez la consulter. Passepartout consulta la liste. Le nom de son maître n'y figurait pas. Il eut comme un éblouissement, puis une idée lui traversa le cerveau. « Ah ça, je suis bien sur le Carnatic !» s'écria-t-il. « Oui, répondit le purser. En route pour Yokohama. Parfaitement. » Passepartout avait eu un instant cette crainte de s'être trompé de navire, mais non, rappelle-toi, Passepartout, voyons. Mais s'il était sur le Carnatic, il était certain que son maître ne s'y trouvait pas. Passepartout se laissa tomber sur un fauteuil. C'était un coup de foudre, et soudain la lumière se fit en lui. Il se rappela que l'heure du départ du Carnatic avait été avancée et qu'il devait prévenir son maître, et qu'il ne l'avait pas fait. C'était donc sa faute. Non, si Mr. Fogg et Madame Aouda avaient manqué ce départ. C'est pas vraiment ta faute, tu t'es fait avoir par le détective Fix, évidemment. C'était pas vraiment ta faute, mon ami. Ah, quel enfer, sa faute, oui, mais plus encore celle du traître, qui, pour le séparer de son maître, pour retenir celui-ci à Hong Kong, l'avait enivré, car il comprit enfin la manœuvre de l'inspecteur de police. Et maintenant, Mr. Fogg, à coup sûr, ruiné, son pari perdu, arrêté, emprisonné peut-être. Passepartout, à cette pensée, s'arracha les cheveux. Ah, si jamais ce Fix lui tombait sous la main, quel règlement de compte! Et ça, on y compte bien, justement. Enfin, après le premier moment d'accablement, Passepartout reprit son sang-froid et étudia la situation. Elle était peu enviable. Le Français se trouvait en route pour le Japon. Certain d'y arriver, comment en reviendrait-il? Il avait la poche vide. Pas un shilling, pas un penny. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Bah ouais, lui, il a pas d'argent. C'est Phileas Fogg qui a la thune, lui il a rien du tout. Putain, l'enfer, pas un shilling, pas un penny. Toutefois, son passage et sa nourriture à bord étaient payés d'avance. Il avait donc 5 ou 6 jours devant lui pour prendre un parti. S'il mangea et but pendant cette traversée, cela ne saurait se décrire. Il mangea pour son maître, pour Madame Aouda et pour lui-même. Il mangea comme si le Japon, où il allait aborder, eût été un pays désert, dépourvu de toute substance comestible. Le 13, à la marée du matin, le Carnatic entrait dans le port de Yokohama. Ce point est une relâche importante du Pacifique, où font escale tous les steamers employés au service de la poste et des voyageurs entre l'Amérique du Nord, la Chine, le Japon et les îles de la Malaisie.
Yokohama est située dans la baie même de Yedo, à peu de distance de cette immense ville, seconde capitale de l'Empire japonais, autrefois résidence du Taikun, du temps que cet empereur civil existait, et rival de Meako, la grande cité qu'habite le Mikado, empereur ecclésiastique descendant des dieux. Là, Jules Verne, il étale sa culture dans ce paragraphe, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça faisait un moment, là, on faisait 3-4 pages, là, on était tranquille. Et là, Jules Verne, il se dit, bon, alors, le Japon, je dois avoir 4 ou 5 encyclopédies, je vais aller vous chercher ça, là, je vais tout y mettre. Je vais tout mettre, tout ce que j'ai dedans. Ok, mais pour notre plus grand plaisir, évidemment, parce qu'on apprend des choses, c'est le principe. Où font escale tous les steamers employés, la Chine, le Japon et les îles de la Malaisie. Yokohama est située dans la baie même de Yedo. La baie de Yedo. La baie de Yedo, bien sûr. Il veut pas. La baie de Yedo. Yedo. Dans la baie de Yedo. Non. Oh, c'est une nouvelle de Jack London. Jack London que j'adore, évidemment. Que peut-être on lira sur ce stream. Enfin, peut-être pas, en fait. J'aime beaucoup Jack London. Donc il y a moyen qu'on le lise un jour. Je pense que c'est... Ouais, en fait, je pense que c'était ça. C'est que, en fait, Yokohama étant ici, je pense que Yedo... Peut-être que Yedo était l'ancien nom de Tokyo. C'est peut-être pas impossible. Si je dis... si je mets Tokyo Yedo, peut-être. Edo. Ah, également romanisé sous les formes Yedo ou Yedo est l'ancien nom de Tokyo. Donc c'est ça. Donc c'est la baie de Tokyo. À peu de distance de cette immense ville, seconde capitale de l'Empire japonais, autrefois résidence du Taikun du temps que cet empereur civil existait, et rival du Meako, la grande cité qu'habite le Mikado. Ok, alors Taikun, généralissime japonais, chef militaire. Autrefois résidence du Taikun, donc là on parle, est située dans la baie à peu de distance de cette immense ville, dans la baie même de Yedo, seconde capitale de l'Empire japonais, autrefois résidence du Taikun, du temps que cet empereur civil existait, et rival de Meako. Mais qui est cet homme? Ou cette femme? Mais je pense que c'est un homme. Meako. Miyako. À Kyoto. Donc probablement rival donc, de cette ville, en fait. La grande cité qu'habite le Mikado est rivale de Meako, donc cette grande cité qu'habite le Mikado, donc c'est Miyako Kyoto, vraisemblablement, et donc Mikado, c'est, on s'attend désignant l'empereur du Japon. Ok, c'est ce qu'il dit là en fait, empereur ecclésiastique descendant des dieux. D'accord, bon alors là c'est bon, on peut souffler, on a compris ce qu'il voulait dire. Yokohama est situé dans la baie de Tokyo, à petite distance de cette immense ville, seconde capitale de l'Empire japonais, autrefois résidence de cet empereur, de ce chef militaire, du temps que cet empereur civil existait, et rival de Meako, qui est donc Miyako, alias Kyoto, la grande cité qu'habite le Mikado, qui est donc un empereur ecclésiastique descendant des dieux. Le Carnatic va se ranger au quai de Yokohama, près des jetées du port et des magasins de la douane, au milieu de nombreux navires appartenant à toute la nation. À toutes les nations. Passepartout mit le pied, sans aucun enthousiasme, sur cette terre si curieuse des fils du soleil. Il n'avait rien de mieux à faire que de prendre le hasard pour guide et d'aller à l'aventure par les rues de la ville. Passepartout se trouva d'abord dans une cité absolument européenne, avec des maisons à basse façade, ornées de vérandas sous lesquelles se développaient d'élégants péristyles et qui couvraient de ses rues, de ses places, de ses docks, de ses entrepôts, tout l'espace compris depuis le promontoire du traité jusqu'à la rivière. Là, comme à Hong Kong, comme à Calcutta, fourmillait un pêle-mêle de gens de toute race, américains, anglais, chinois, hollandais, marchands prêts à tout vendre et à tout acheter, au milieu desquels le français se trouvait aussi étranger que s'il eût été jeté au pays des Hottentots. Relatif à un peuple pasteur et nomade de l'Afrique du Sud-Ouest. Ah, dit péjorativement Hottentots. Attention Jules. C'est pas la même époque, évidemment, c'est pas les mêmes mœurs, etc. On le sait à présent, vu le nombre de fois où on lit parfois des choses un petit peu, voilà, un petit peu dommage, disons.
Un peuple pastoral d'Afrique australe. Ils se dénomment eux-mêmes ainsi littéralement hommes des hommes par opposition à leurs voisins. Ok. Et on pourrait savoir à peu près où. Caractéristique des langues khoisan que les afrikaners qui parlaient néerlandais. Donc on est vraiment dans l'Afrique du Sud vraisemblablement. Et Afrique australe, donc c'est toute cette partie-là, donc c'est même plus que l'Afrique du Sud. Hein. Et péristyle, d'élégants péristyles. Colonnade entourant la cour intérieure d'un édifice ou disposée autour d'un édifice. Ah, d'accord. Un péristyle, mais il me semblait que j'avais déjà entendu ça. Élégant péristyle et qui couvrait de ses rues. Ok, d'accord. Orné de vérandas sous lesquelles se développaient d'élégants péristyles. Ah, mais oui, ces fameuses vérandas japonaises. Ok, d'accord, je vois. J'ai l'image dans la tête. Véranda japonaise où il y a donc des péristyles, donc des colonnades qui couvraient de ces rues, de ces places, de ces docks, de ces entrepôts, tout l'espace compris depuis le promontoire du traité, le traité d'amitié et de commerce États-Unis-Japon de 1858, donc on est quand même sur une période qui est assez proche du bouquin. On est à un peu moins de... On est à 15 ans de ça. 14. Le port de Yokohama ouvrit l'année suivante, il fut dévasté par le grand tremblement de terre de Kanto de 1923. Donc c'est peut-être ça. C'est peut-être de ça dont il fait allusion. Si je mets promontoire... Hein. Non. Mais c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être un des temples, etc., où il y a eu la signature de ce traité. C'est peut-être ça, hein. Passepartout avait bien une ressource. C'était de se recommander près des agents consulaires français ou anglais établis à Yokohama, mais il lui répugnait de raconter son histoire, si intimement mêlée à celle de son maître, et avant d'en venir là, il voulait avoir épuisé toutes les autres chances. Donc, après avoir parcouru la partie européenne de la ville, sans que le hasard lui en rien servi, il entra dans la partie japonaise, décidé s'il le fallait à pousser jusqu'à Yedo. Donc Tokyo. Cette portion indigène de Yokohama est appelée Benten, du nom d'une déesse de la mer adorée sur les îles voisines. Là se voyaient d'admirables allées de sapins et de cèdres, des portes sacrées d'une architecture étrange, des ponts enfouis au milieu des bambous et des roseaux, des temples abrités sous le couvert immense et mélancolique des cèdres séculaires, des bonzeries au fond desquelles végétaient les prêtres du bouddhisme et les sectateurs de la religion de Confucius, des rues interminables où l'on n'eût pu que recueillir une moisson d'enfants au teint rose et aux joues rouges, petits bonshommes qui on eût dit découpés dans quelques paravents indigènes et qui se jouaient au milieu de caniches à jambes courtes et de chats jaunâtres sans queue, très paresseux et très caressants. Dans les rues, ce n'était que fourmillement, va-et-vient incessant, bonzes passant processionnellement en frappant leurs tambourins monotones, yakunines, officiers de douane ou de police, à chapeau pointu incrustés de lacs et portant 2 sabres à leur ceinture, soldats vêtus de cotonnades bleues à raies blanches et armés de fusils à percussion, hommes d'armes du Mikado ensachés dans leurs pourpoints de soie, avec aubert et côtes de mailles, et nombre d'autres militaires de toutes conditions. Car, au Japon, la profession de soldat est autant estimée qu'elle est dédaignée en Chine. Puis des frères quêteurs, des pèlerins en longues robes, de simples civils, chevelure lisse et d'un noir d'ébène, tête grosse, buste long, jambes grêles, taille peu élevée, teint coloré depuis les sombres nuances du cuivre jusqu'au blanc mat, mais jamais jaune comme celui des Chinois dont les Japonais diffèrent essentiellement. C'est pas la même époque. Hein. Enfin, entre les voitures, les palanquins, les chevaux, les porteurs, les brouettes à voile, les norimons à parois de lac, les kangos moelleux, véritables litières en bambou, on voyait circuler à petits pas de leurs petits pieds, chaussés de souliers de toile, de sandales de paille ou de socs en bois ouvragé, quelques femmes peu jolies, les yeux bridés, la poitrine déprimée... les dents noircies au goût du jour, mais portant avec élégance le vêtement national, le kirimon, sorte de robe de chambre croisée d'une écharpe de soie, dont la large ceinture s'épanouissait derrière en un nœud extravagant que les modernes parisiennes semblent avoir emprunté aux japonaises.
Alors, étalage de culture numéro 158 de Jules Verne. Non, c'est pas un problème, évidemment, hein. Je dis ça avec beaucoup de blagues là-dedans, bien sûr. Beaucoup de critiques aussi, hein, voilà, beaucoup de critiques de tout ça. Mais on s'en fout, l'important c'est qu'on comprenne ce qui nous est dit, parce que bon là, j'avoue que bon, il y avait pas mal de trucs où j'ai rien pigé de ce qu'il a dit, notre ami. Bonze, prêtre de la religion bouddhique. Voilà, dont les Russes n'étaient que fourmillement, va-et-vient, incessant, prêtres bouddhiques passant processionnellement en frappant leur tambourin monotone, yakunin, officiers de douane ou de police, donc là je pense que voilà, c'est assez clair, à chapeau pointu incrusté de lacs et portant 2 sabres à leur ceinture, soldats vêtus de cotonnade bleue à raie blanche et armés de fusils à percussion, soldats vêtus de cotonnade bleue à raie blanche, étoffe fabriquée avec du coton. Arrêt blanche et armée de fusils à percussion, homme d'armes du Mikado, donc on a vu tout à l'heure, Mikado c'est donc l'empereur. Ensachés dans leur pourpoint de soie avec aubert et côte de maille. Aubert et côte de maille. Aubert. Jean-Louis? Non, chemise de maille. À manches et à capuchon. Côte de maille. Aubert et côte de maille et nombre d'autres militaires de toutes conditions. Car au Japon, la profession de soldat est autant estimée que... Parce que, voilà... puis des frères... d'ébène... Et c'est là que ça se complique un peu. Enfin... entre les voitures, les palanquins, donc on a déjà vu maintes et maintes fois dans ce bouquin, c'est ce véhicule qui est utilisé pour transporter des personnes, et c'est donc d'autres personnes qui doivent le porter pour le transporter. Les chevaux, les porteurs, les brouettes à voile, les norimons. Au Japon, palanquin porté avec des bâtons de bambou. Ok, donc c'est un style de palanquin. Et palanquin, à chaque fois qu'on en entend parler, je montre quand même une image, parce que c'est toujours plus clair de voir que d'expliquer ce que c'est. C'est ça. Mais pourtant, avec élégance, le vêtement national, le kirimon. Le kirimon. S'il vous plaît. Le kirimon, quoi. Sorte de robe de chambre croisée d'une écharpe de soie dont la large ceinture s'épanouissait derrière, qu'elle semble avoir emprunté aux japonaises. Ok. Passepartout se promena pendant quelques heures au milieu de cette foule bigarrée, regardant aussi les curieuses et opulentes boutiques, les bazars où s'entasse tout le clinquant de l'orfèvrerie japonaise, les restaurations ornées de banderoles et de bannières, dans lesquelles il lui était interdit d'entrer, et ces maisons de thé où se boit à pleine tasse l'eau chaude odorante, avec le saki, liqueur tirée du riz en fermentation, et ces confortables tabagies où l'on fume un tabac très fin et non l'opium, dont l'usage est à peu près inconnu au Japon. C'est plutôt une bonne chose pour Passepartout, étant donné l'épisode de tout à l'heure à Hong Kong, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas d'opium. C'est marrant qu'ils disent saki alors que bah on dirait plutôt saké aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est la même chose. Le saké c'est une liqueur de riz de base. Ouais, à base de riz. Puis Passepartout se trouva dans les champs au milieu des immenses rizières. Là s'épanouissaient avec des fleurs qui jetaient leurs dernières couleurs et leurs derniers parfums, des camélias éclatants portés non plus sur des arbrisseaux mais sur des arbres, et dans les enclos de bambou, des cerisiers, des pruniers, des pommiers que les indigènes cultivent plutôt pour leurs fleurs que pour leurs fruits, et que des mannequins grimaçants, des tourniquets criards défendent contre le bec des moineaux, des pigeons, des corbeaux et autres volatiles voraces. Pas de cèdre majestueux qui n'abritât quelques grands aigles, pas de saule pleureur qui ne recouvrit de son feuillage quelques hérons mélancoliquement perchés sur une patte. Enfin, partout des corneilles, des canards, des éperviers, des oies sauvages, et grand nombre de ces grues que les Japonais traitent de seigneuries, et qui symbolisent pour eux la longévité et le bonheur. Ça je savais pas. Merci Jules. En errant ainsi, Passepartout aperçut quelques violettes entre les herbes. J'ai juste une petite question pour toi, Passepartout. À la place de errer, essaie peut-être de trouver une solution pour retrouver Phileas Fogg et Aouda? Peut-être. Pose-toi la question, où est-ce qu'ils seraient? Enfin, voilà, quoi.
Je sais pas, fais quelque chose. Non, mais bah, allez-y, je vais visiter un petit coup là, je vais profiter. C'est vrai que j'ai dormi 3 jours à cause de la surconsommation d'opium. C'était pas de sa faute, certes, mais bon, voilà, fais un effort là maintenant. Bon après, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Il a secouru Madame Aouda, il a fait tant de choses, dans ce bouquin, mais là, on attend sur lui là, parce que Phileas Fogg et Aouda, ils sont dans une mauvaise posture. Ils ont raté le bateau, et ça c'est vraiment terrible. Mais il y a encore quelques jours, parce que là où on en parle de tout ça, de Passepartout, on est vraisemblablement... euh, quand il arrive à Yokohama... euh, quand il arrive à Yokohama... le 13. Donc il arrive le 13 et il me semble que c'est le 14, je crois, où il rate le bateau. Phileas Fogg et Aouda. Le 11, attends. Non, c'est le 11, donc on est bien après en fait. Ce qui est logique en fait, je suis con. Bah oui, c'est logique. Vu que le bateau part de Shanghai, ensuite va à Yokohama et ensuite traverse. Donc c'est logique. Donc on est après. Quand il arrive à Yokohama. Donc il y a 2 jours où on ne sait pas trop ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Phileas Fogg et Aouda à Shanghai. On ne sait pas trop en fait ce qui s'est passé pendant ces 2 jours. Et là on est plus sur bah du coup Passepartout quand il est arrivé à Yokohama. Ok. Ok, on en est après, on en est là. En errant ainsi, Passepartout aperçut quelques violettes entre les herbes. Bon, dit-il, voilà mon souper. Ah bah oui, c'est vrai qu'il a pas de thune. Mais les ayant sentis, il ne leur trouva aucun parfum. Pas de chance, pensa-t-il. Certes, l'honnête garçon avait, par prévision, aussi copieusement déjeuné qu'il avait pu avant de quitter le Carnatic, mais après une journée de promenade, il sentit l'estomac très creux. Il avait bien remarqué que moutons, chèvres ou porcs manquaient absolument aux étalages des bouchers indigènes, et comme il savait que c'est un sacrilège de tuer les bœufs, uniquement réservé aux besoins de l'agriculture, il en avait conclu que la viande était rare au Japon. Il ne se trompait pas. Mais à défaut de viande de boucherie, son estomac se fut fort accommodé des quartiers de sangliers ou de daims, des perdrix ou des cailles, de la volaille ou du poisson, dont les Japonais se nourrissent presque exclusivement avec le produit des rizières. Mais il dut faire contre fortune bon cœur, et remit au lendemain le soin de pourvoir à sa nourriture. La nuit vint. Passepartout rentra dans la ville indigène et il erra dans les rues au milieu des lanternes multicolores, regardant les groupes de baladins exécuter leurs prestigieux exercices et les astrologues en plein vent qui amassaient la foule autour de leurs lunettes. Puis il revit la rade, émaillée des feux de pêcheurs, qui attiraient le poisson à la lueur de résine enflammée. Enfin les rues se dépeuplèrent. À la foule succédèrent les rondes des yakunines. Ces officiers, dans leurs magnifiques costumes et au milieu de leur suite, ressemblaient à des ambassadeurs, et Passepartout répétait plaisamment, chaque fois qu'il rencontrait quelque patrouille éblouissante: « Allons bon, encore une ambassade japonaise qui part pour l'Europe. » Alors, chapitre 23 dans lequel le nez de Passepartout s'allonge démesurément. Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce que tu vas nous inventer comme crack? Le lendemain, Passepartout, éreinté, affamé, se dit qu'il fallait mieux manger à tout prix, et que le plus tôt serait le mieux. Il avait bien cette ressource de vendre sa montre, mais il fut plutôt mort de faim. C'était alors le cas ou jamais pour ce brave garçon d'utiliser la voix forte, sinon mélodieuse, dont la nature l'avait gratifié. On se rappelle que la montre de Passepartout, c'est quelque chose de très sacré pour lui. À maintes reprises, la dernière fois, je crois que c'est Sir Francis Cromarty, le brigadier général, lorsqu'ils sont à Bombay, qui lui dit que sa montre retarde, évidemment, vu que il y a le décalage horaire,
Et il dit à Passepartout, bah vous devriez peut-être éventuellement modifier l'heure sur votre montre. Et Passepartout refuse. Il ne veut pas toucher sa montre. Il veut que cette montre reste avec le retard qu'elle a et il ne veut pas toucher à cette montre. Et à plusieurs reprises, on lui le dit. D'ailleurs, Phileas Fogg, lorsqu'il l'engage, lui dit que sa montre retarde de 3 minutes, parce qu'on se rappelle que Phileas Fogg et puis la ponctualité, ça déconne pas. Et il lui dit, votre montre retarde, mon ami. Et Passepartout lui dit que bah il s'en fout, qu'il va juste compter avec le retard. Et puis voilà, il ne veut pas modifier sa montre. Il ne veut pas toucher à cette montre. Et on ne sait pas trop. Je crois qu'à un moment, il dit quand même que cette montre a appartenu à quelqu'un de sa famille. Mais on n'en sait pas vraiment plus. Mais bon, il crève la dalle, mais il veut pas vendre sa montre. Donc voilà, donc il est dans une situation de merde. Il savait quelques refrains de France et d'Angleterre et il résolut de les essayer. Il va nous chanter une petite berceuse. Les Japonais devaient certainement être amateurs de musique, puisque tout se fait chez eux au son des cymbales, du tam-tam et des tambours, et ils ne pouvaient qu'apprécier les talents d'un virtuose européen. Ça c'est bien, ça c'est le bon esprit colonialiste qu'on aime, ça. Putain. C'est pas la même époque, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais je préfère le dire plutôt que de pas le dire, mais je le dis quand même. Mais peut-être était-il un peu matin pour organiser un concert et les dilettanti inopinément réveillés n'auraient peut-être pas payé le chanteur en monnaie à l'effigie du Mikado. Les dilettanti. Masculin pluriel de dilettante. Je crois pas qu'on parle de ça, je pense qu'on parle de ça. Société savante britannique. Peut-être qu'il y avait effectivement des gens de la haute anglais, hein, peut-être au Japon aussi, hein, mais... Ah, dilettanti amateur. Ça me pourrait me paraître un peu plus adéquat. Et les dilettanti, les amateurs de musique, parce qu'il en parle juste avant, des amateurs de musique. Inopinément réveillé, n'aurait peut-être pas payé le chanteur en monnaie à l'effigie du Mikado. C'est vrai qu'il s'est peut-être levé un peu trop tôt. Passepartout se décida donc à attendre quelques heures, mais, tout en cheminant, il fit cette réflexion qu'il semblerait trop bien vêtu pour un artiste ambulant, et l'idée lui vint alors d'échanger ses vêtements contre une défroque plus en harmonie avec sa position. Cet échange devait d'ailleurs produire une soulte qu'il pourrait immédiatement appliquer à satisfaire son appétit. Produire une soulte. Somme d'argent qui, dans un partage ou un échange, compense une inégalité. Et évidemment, vu qu'il a un habit plus cher, puis qu'il l'échange avec un habit qui est visiblement un peu moins coûteux, évidemment, il va avoir de l'argent qui va lui être donné, donc il pourrait appliquer à satisfaire son appétit. Cette résolution prise restait à l'exécuter. Ce ne fut qu'après de longues recherches que Passepartout découvrit un brocanteur indigène auquel il exposa sa demande. L'habit européen plut au brocanteur, et bientôt Passepartout sortait affublé d'une vieille robe japonaise et coiffé d'une sorte de turban à côte, décoloré sous l'action du temps. Mais en retour, quelques piécettes d'argent résonnaient dans sa poche. Bon, pensa-t-il, je me figurerais que nous sommes en carnaval. Le premier soin de Passepartout ainsi japonaisé fut d'entrer dans une tea house de modeste apparence, et là d'un reste de volaille et de quelques poignées de riz, il déjeuna en homme pour qui le dîner serait encore un problème à résoudre. Maintenant, se dit-il quand il fut copieusement restauré, il s'agit de ne pas perdre la tête. Je n'ai plus la ressource de vendre cette défroque contre une autre encore plus japonaise. Il faut donc aviser au moyen de quitter le plus promptement possible ce pays du soleil dont je ne garderai qu'un lamentable souvenir. Passepartout songea alors à visiter les paquebots en partance pour l'Amérique. Il comptait s'offrir en qualité de cuisinier ou de domestique, ne demandant pour toute rétribution que le passage et la nourriture. Une fois à San Francisco, il verrait à se tirer d'affaire. L'important, c'était de traverser ces 4700 miles du Pacifique qui s'étendent entre le Japon et le Nouveau Monde. Passepartout, mais il cherche pas du tout Phileas Fogg et Aouda en fait, genre c'est ça que tu dois faire. Hein. Tu dois trouver un moyen de les retrouver. Passepartout n'étant point homme à laisser languir une idée, se dirigea vers le port de Yokohama. Mais à mesure qu'il s'approchait des docks, son projet, qui lui avait paru si simple au moment où il en avait eu l'idée, lui semblait de plus en plus inexécutable.
Pourquoi aurait-on besoin d'un cuisinier ou d'un domestique à bord d'un paquebot américain, et quelle confiance inspirerait-il affubler de la sorte? Quelles recommandations faire valoir? Quelles références indiquer? Comme il réfléchissait ainsi, ses regards tombèrent sur une immense affiche qu'une sorte de clown promenait dans les rues de Yokohama. Cette affiche était ainsi libellée en anglais. Troupe japonaise acrobatique de l'honorable William Batulcar, dernière représentation avant leur départ pour les États-Unis d'Amérique, des longs nez sous l'invocation directe du dieu Tingu, grande attraction. Les États-Unis d'Amérique, s'écria Passepartout, voilà justement mon affaire. On se rappelle évidemment que Passepartout a bossé dans un cirque, c'était un acrobate, c'était quelqu'un d'agile, voilà, c'était un grand monsieur quoi dans le cirque. Donc pourquoi pas intégrer cette troupe qui va ensuite partir aux États-Unis. Et vu que c'était l'objectif de Passepartout, let's go, j'ai envie de dire. Il suivit l'homme affiche, et à sa suite, il rentra bientôt dans la ville japonaise. Un quart d'heure plus tard, il s'arrêtait devant une vaste case, que couronnaient plusieurs faisceaux de banderoles, et dont les parois extérieures représentaient sans perspective, mais en couleurs violentes, toute une bande de jongleurs. C'était l'établissement de l'honorable Batulcar, sorte de Barnum américain, directeur d'une troupe de saltimbanques, jongleurs, clowns, acrobates, équilibristes, gymnastes, qui, suivant l'affiche, donnait ses dernières représentations avant de quitter l'Empire du Soleil pour les États de l'Union. Passepartout entra sous un péristyle qui précédait la case et demanda Monsieur Batulcar. Mr. Batulcar apparut en personne. « Que voulez-vous » dit-il à Passepartout, qu'il prit d'abord pour un indigène. « Avez-vous besoin d'un domestique » demanda Passepartout. « Oh, domestique » s'écria le Barnum en caressant l'épaisse barbiche grise qui foisonnait sous son menton. « J'en ai deux, obéissants, fidèles, qui ne m'ont jamais quitté et qui me servent pour rien, à condition que je les nourrisse. Et les voilà » ajouta-t-il en montrant ses deux bras robustes, sillonnés de veines grosses comme des cordes de contrebasse. « Ainsi, je ne puis vous être bon à rien ?»« À rien. »« Diable, ça m'aurait pourtant fort convenu de partir avec vous. »« Ah ça !» dit l'honorable Batulcar. « Vous êtes japonais comme je suis un singe. Pourquoi donc êtes-vous habillé de la sorte ?»« On s'habille comme on peut. Vrai cela. Vous êtes un Français, vous ?»« Oui, un Parisien de Paris. »« Alors vous devez savoir faire des grimaces ?» ?»« Quoi ? Vous êtes français, vous savez faire la gueule. C'est ça en fait qu'il est en train de dire. Vous êtes de Paris, vous savez faire la gueule, non? Pardon, je suis désolé, mais bon là je suis obligé. Je suis obligé, la question vient tellement de nulle part, je suis obligé. Vous êtes parisien, vous? Vous savez faire des grimaces alors? Ma foi, répondit Passepartout, vexé de voir sa nationalité provoquer cette demande. Nous autres Français, nous savons faire des grimaces, c'est vrai, mais pas mieux que les Américains. Juste, eh bien, si je ne vous prends pas comme domestique, je peux vous prendre comme clown. Vous comprenez, mon brave. En France, on exhibe des farceurs étrangers et à l'étranger des farceurs français. Ah, vous êtes vigoureux d'ailleurs? Surtout quand je sors de table. Et vous savez chanter? Oui, répondit Passepartout, qui avait autrefois fait sa partie dans quelques concerts de rue. Mais savez-vous chanter la tête en bas avec une toupie tournante sur la plante des pieds et un sabre en équilibre sur la plante du pied droit? Parbleu, répondit Passepartout, qui se rappelait les premiers exercices de son jeune âge, évidemment. C'est que, voyez-vous, tout est là, répondit l'honorable Batulcar. L'engagement fut conclu Ikenunk. Il va donc faire partie de la troupe pendant un certain temps sur le champ, sans délai, Ikenunk. Enfin, Passepartout avait trouvé une position. Il était engagé pour tout faire dans la célèbre troupe japonaise. C'était peu flatteur, mais avant 8 jours, il serait en route pour San Francisco. La représentation annoncée à grand fracas par l'honorable Batulcar devait commencer à 3 heures, et bientôt les formidables instruments d'un orchestre japonais, tambour et tam-tam, tenaient à la porte. On comprend bien que Passepartout n'avait pu étudier un rôle, mais il devait prêter l'appui de ses solides épaules dans le grand exercice de la grappe humaine, exécuté par les longs nez du dieu Tingu. Ce Great Attraction de la représentation devait clore la série des exercices. Avant 3 heures, les spectateurs avaient envahi la vaste case.
Européens et indigènes, Chinois et Japonais, hommes et femmes et enfants se précipitaient sur les étroites banquettes, et dans les loges qui faisaient face à la scène, les musiciens étaient rentrés à l'intérieur, et à l'orchestre au complet, gong, tam-tam, cliquettes, flûtes, tambourins et grosses caisses opéraient avec fureur. Cette représentation fut ce que sont toutes ces exhibitions d'acrobates. Mais il faut bien avouer que les Japonais sont les premiers équilibristes du monde. L'un, armé de son éventail et de petits morceaux de papier, exécutait l'exercice si gracieux des papillons et des fleurs. Un autre, avec la fumée odorante de sa pipe, traçait rapidement dans l'air une série de mots bleuâtres qui formaient un compliment à l'adresse de l'assemblée. Celui-ci jonglait avec des bougies allumées qu'il éteignit successivement quand elles passèrent devant ses lèvres et qu'il ralluma l'une à l'autre sans interrompre un seul instant sa prestigieuse jonglerie. Celui-là reproduisit au moyen de toupies tournantes les plus invraisemblables combinaisons. Sous sa main, ces ronflantes machines semblaient s'animer d'une vie propre dans leur interminable giration. Elles couraient sur des tuyaux de pipe, sur des tranchants de sabre, sur des fils de fer, véritables cheveux tendus d'un côté de la scène à l'autre. Elles faisaient le tour de grands vases de cristal. Elles gravissaient des échelles de bambou. Elles se dispersaient dans tous les coins, produisant des effets harmoniques d'un étrange caractère en combinant leurs tonalités diverses. Les jongleurs jonglaient avec elles, et elles tournaient dans l'air. Ils les lançaient comme des volants avec des raquettes de bois, et elles tournaient toujours. Ils les fourraient dans leurs poches, et quand ils les retiraient, elles tournaient encore, jusqu'au moment où un ressort détendu les faisait s'épanouir en gerbes d'artifice. Inutile de décrire ici les prodigieux exercices des acrobates et gymnastes de la troupe. Les tours de l'échelle, de la perche, de la boule, des tonneaux, etc. furent exécutés avec une précision remarquable. Mais le principal attrait de la représentation était l'exhibition de ces longs nez, étonnants équilibristes que l'Europe ne connaît pas encore. Ces longs nez forment une corporation particulière placée sous l'invocation directe du dieu Tingu. Vêtus comme des héros du Moyen-Âge, ils portaient une splendide paire d'ailes à leur épaule, dont les fonctions étaient la transmission des messages. C'est peut-être ça le vêtement en question? Une sorte de tunique. Ils portaient une splendide paire d'ailes à leur épaule. Mais ce qui les distinguait plus spécialement, c'était ce long nez dont leur face était agrémentée, et surtout l'usage qu'ils en faisaient. Ces nez n'étaient rien moins que des bambous longs de 5, de 6, de 10 pieds, les uns droits, les autres courbés, ceux-ci lisses, ceux-là verruqueux. Or, c'était sur ces appendices, fixés d'une façon solide, que s'opérait tout leur exercice d'équilibre. Une douzaine de ces sectateurs du dieu Tingu se couchèrent sur le dos, et leurs camarades vinrent s'ébattre sur leur nez. Dressés comme des paratonnerres, sautant, voltigeant de celui-ci à celui-là et exécutant les tours les plus invraisemblables. Pour terminer, on avait spécialement annoncé au public la pyramide humaine, dans laquelle une cinquantaine de longs nez devaient figurer le char de Jaggernaut. Mais au lieu de former cette pyramide en prenant leurs épaules pour point d'appui, les artistes de l'honorable Batulcar ne devaient s'en mancher que par leur nez. Ok. Mais what? Mais comment ça? Mais comment ils vont faire? Or, l'un de ceux qui formaient la base du char avait quitté la troupe et comme il suffisait d'être vigoureux et adroit, Passepartout avait été choisi pour le remplacer. Certes, le digne garçon se sentit tout piteux quand, triste souvenir de jeunesse, il eut endossé son costume du Moyen-Âge orné d'ailes multicolores et qu'un nez de 6 pieds lui eût été appliqué sur la face. Mais enfin, ce nez, c'était son gagne-pain et il en prit son parti. Passepartout entra en scène et vint se ranger avec ceux de ses collègues qui devaient figurer la base du char de Jaggernaut. J'ai oublié de chercher ça. Ça doit être ça. Char Jaggernaut, représenté dans le Illustrated London Reading Book en 1851. Désigne en anglais souvent de manière métaphorique une force qui ne peut être arrêtée et qui écrase ou détruit tous les obstacles en travers de son chemin.
Le mot constitue une référence au Rath Yatra, une procession hindoue à Puri en Inde, durant laquelle on promenait un grand char de procession transportant l'image du dieu Krishna, auquel était alors prêté le titre de Jagannatha, seigneur de l'univers. Tous s'étendirent à terre, le nez dressé vers le ciel. Une seconde section d'équilibristes vint se poser sur ses longs appendices, une troisième s'étagea au-dessus, puis une quatrième, et sur ses nez qui ne se touchaient que par leurs pointes, un monument humain s'éleva bientôt jusqu'aux frises du théâtre. Les frises du théâtre, c'est ces espèces de draps qui sont faits pour cacher les projecteurs qui sont dans les cintres. Ça, c'est une frise. Ces espèces de gros draps noirs qui font toute la distance du théâtre et qui viennent couvrir un projecteur qui serait derrière et qui éclairerait un endroit du plateau. Et ces frises viennent cacher ça. Donc c'est jusqu'au plafond, quoi. Enfin, pas au plafond, du coup, mais jusqu'aux frises, donc jusqu'au cintre. On appelle ça les cintres. L'endroit où on accroche les projecteurs, les frises, toutes ces choses. Les cordages divers et variés, et tout et tout. Or, les applaudissements redoublaient et les instruments de l'orchestre éclataient comme autant de tonnerre. Quand la pyramide s'ébranla, l'équilibre se rompit, un des nez de la base vint à manquer et le monument s'écroula comme un château de cartes. C'était la faute à Passepartout qui, abandonnant son poste, franchissant la rampe sans le secours de ses ailes et grimpant à la galerie de droite, tombait aux pieds d'un spectateur en s'écriant « Ah, mon maître, mon maître !»« What? Il est là? Mais what? Vous? Moi? » Eh bien, en ce cas, au paquebot, mon garçon! Mr. Fogg, mais what the fuck? Mr. Fogg, Madame Aouda qui l'accompagnait, Passepartout s'était précipité par les couloirs au dehors de la case. Mais là, ils trouvèrent l'honorable Batulcar furieux qui réclamait des dommages et intérêts pour la casse. Phileas Fogg apaisa sa fureur en lui jetant une poignée de banknotes. Et à 6h30, au moment où il allait partir, Mr. Fogg et Madame Aouda mettaient le pied sur le paquebot américain, suivi de Passepartout, les ailes au dos et sur la face ce nez de 6 pieds qu'il n'avait pas encore pu arracher de son visage. Ils ont réussi à prendre le paquebot, du coup, ils ont réussi, il s'est arrêté, ça veut dire. Ça veut dire que le paquebot qu'ils n'ont pas réussi à choper quand ils sont arrivés à Shanghai, qui était en train de partir, lorsqu'ils ont fait leurs signaux d'alerte en disant arrêtez-vous, s'est arrêté. Et ils ont pu aller jusqu'à Yokohama, et là, ils ont pris le paquebot, du coup, en revoyant Passepartout, ils ont pris le paquebot américain. On se retrouve donc sans problème, normalement, mercredi à 20h30, pour la suite du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. On se réjouit. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Une très belle nuit et mercredi. Salut!